Nouvel épisode du podcast, deuxième épisode avec Mathieu Bouchard. D'ailleurs, si tu as retrouvé le premier, c'est l'épisode 22. On parle cette fois-ci de neurotransmetteurs, hormones, leur rôle, comment les évaluer et quels systèmes les influencent ou du moins qu'est-ce qu'elles impactent chez l'athlète. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du Setup Podcast. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas fait, mais on a retrouvé de nouveaux sujets intéressants sur lesquels on peut discuter. Aujourd'hui, j'ai à nouveau la chance d'avoir Mathieu Bouchard dans le podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse aller écouter l'épisode sur la naturopathie et la performance. Là, aujourd'hui, on va faire un podcast sur hormones et neurotransmetteurs. J'ai suivi, c'était quand début juillet que tu as donné Ouais, le en début cours. juillet. Ouais, début juillet, j'ai eu la chance de suivre une de ces formations en France. C'est pas tout le temps qu'ils se déplacent, donc tellement intéressant que aujourd'hui on va pouvoir en faire un podcast. Si tu pouvais du coup un peu nous expliquer ce que c'est un neurotransmetteur. Ben, tu sais, pour un peu mettre en image pourquoi en fait, j'ai fait ce type de cours ou pourquoi je me suis intéressé à ça, je pense que je l'ai mentionné dans le cours, c'est que le cours des neurotransmetteurs de base, c'est un cours qu'on donne à l'Institut AT. Donc, le cours très technique sur les neurotransmetteurs, parce qu'en naturopathie, techniquement, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va enseigner outre la grosse théorie présente dans un livre. Donc, point. Mais en montant le document de cours, ben, je me suis rendu compte que c'était loin d'être simple parce que comme les hormones, les neurotransmetteurs sont influencés par à peu près tout. Donc, tu sais, dire aux gens, on va booster ta sérotonine, oui, bonne chance. Ça se peut que ça marche très temporairement, mais ça se peut que ce n'est pas ça le problème aussi. Parce que, tu sais, un neurotransmetteur, c'est un messager chimique qui est utilisé pour transmettre de l'information. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a plusieurs messagers chimiques dans le corps humain, on s'entend. Là. Des neurotransmetteurs, on en a partout. Nous, on connaît plus ceux qui sont dans le cerveau parce qu'on parle de la personnalité, on parle de l'humeur, on parle du sommeil, mais il y en a dans l'intestin énormément, il y en a dans le reste du corps humain, comme la contraction musculaire est influencée par un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. Donc, c'est un peu plus compliqué, en fait, quand tu rentres dans les neurotransmetteurs et essayer de comprendre comment les diverses choses qu'on fait peuvent influencer. En fait, le léger contrôle, parce que tu sais, dans le cours, je le dis que le contrôle, on en a, mais pas tant que ça. C'est un peu comme dans le discours de Matt Boulay aussi. Tu sais que le contrôle, c'est très subjectif. C'est très subjectif. Ouais. Et donc du coup, ouais, ces neurotransmetteurs, c'est un peu des messagers entre tout ce qui se passe dans le corps, etc. Au niveau du cerveau. Derrière, on a les hormones. Pourquoi avoir choisi de parler des deux? Parce que d'habitude, c'est très chacun de son côté. On parle des hormones, on Mm-hmm. parle des neurotransmetteurs. Et du coup, enfin, qu'est-ce que c'est une hormone et quel lien elles ont avec les neurotransmetteurs? Ben, les hormones aussi deviennent des messagers. En fait, ils vont aider à, souvent, on pas des facteurs de transcription cellulaire, activer des processus dans les cellules pour créer différents messagers comme des cytokines. On connaît un peu les cytokines si on parle d'immunité. Mais quand je me suis mis à réviser mes derniers cours, j'ai un cours sur le cortisol, donc le stress, la santé, je suis tombé dans une branche de la science qu'on appelle la neuroendocrinologie. Donc, l'influence des neurotransmetteurs, de la neuro sur les hormones. Et ben, bien sûr, moi, je cherchais pour le cortisol parce que c'était le cours que j'écrivais à ce moment-là. Mais après, le champ de la neuroendocrinologie ou de la neurobiologie, c'est un des champs qui est dans plus rapide expansion actuellement dans les différents journaux scientifiques. Donc, il y a de plus en plus d'études sur, tu sais, maintenant on voit neuro patente devant n'importe quoi. Là. Donc, mais oui, neuroendocrinologie, neuroimmunologie, neurobiologie. Et ça faisait longtemps, en fait, que je n'avais pas vu dans les données scientifiques des liens. Et parce qu'on s'entend que tu disais tantôt, quand tu regardes les données scientifiques, c'est endocrinologie de son bord, la neuroscience est de son bord. C'était vrai, juste que je te dirais, au début des années 2000, où après ça, on a commencé à faire
un peu de merging pour se rendre compte qu'il y avait clairement des problèmes ou des solutions qui ne venaient pas directement de moduler le neurotransmetteur. Donc, il y avait une soif de mieux comprendre l'interaction. Puis moi, c'est là que je me suis mis à regarder, bon, mais si ce n'est pas le neurotransmetteur, un peu comme le concept de la dépression qu'on parle dans le cours, qui n'est pas un problème de neurotransmetteur en soi, ben c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça arrive? Puis pourquoi est-ce que booster le signal, dans la majorité des cas, ça ne guérira pas ton problème? Mais c'est là qui est intéressant. C'est là qu'il faut que tu fasses le lien entre immunologie, endocrinologie et neurosciences. Donc, puis c'est un peu là. Moi, j'adore faire ça. J'adore faire des liens. J'adore me casser la tête pour essayer de faire de quoi de concis, puis qui se suit dans l'état des choses. Donc, c'est pour ça, en fait. Et puis, parce que ça fait tellement longtemps en pratique que je vois des choses arriver, je me suis dit, à un moment donné, je vais regarder l'explication en arrière de ça, la vraie explication. Tu sais, pas celle que tu lis sur Instagram, mais la vraie explication, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis je peux-tu faire quelque chose avec ça? Ouais, complètement, complètement. Quel domaine on peut influencer? Enfin, déjà, quel est l'intérêt en fait d'évaluer ou de regarder ces neurotransmetteurs et ces hormones? Ben, c'est certain qu'à la base, quand on regarde, au niveau des neurotransmetteurs, il y a des tests. Tu sais, on peut faire il y a des millions de tests. On s'entend que la plupart de ces tests-là ont environ la précision de la dame qui fait la météo. Donc, ça dépend vraiment. C'est que ça donne une idée, mais c'est une idée très Polaroid, donc instantanée de l'état pendant le test. Ce qui peut donner une idée, le problème, c'est que si tu veux faire ce genre de test-là de manière intelligente, tu dois avoir le test et une évaluation complète par quelqu'un qui est capable de poser des questions dans la même période fenêtre pour être capable de voir la relation entre les deux. Parce qu'après ça, on le sait, notre propre perception de nous, c'est dégueulasse. On a vraiment une très mauvaise perception de nous. Donc, oui, ça va être influencé par nos neurotransmetteurs, mais encore là, chez la femme, c'est encore pire. Il faut être capable de le mettre en perspective avec ce qui se passe en ce moment. Il faut faire un test de neurotransmetteurs quand tu es parti, euh, toi, de Languade pour te taper le voyage et que tu n'avais pas dormi et qu'on est obligé de te donner des trucs pour te laisser réveiller. Pas mal sûr que tu aurais sorti avec beaucoup trop de glutamate, très faible niveau de dopamine. Pourquoi? Parce que tu étais brûlé. Mais c'est pas ta personnalité. Tu sais, je te fais dormir 2 jours, je repasse le test, puis oups, c'est pas le même Gaël. Non, c'est clairement pas le même Gaël, mais quand tu as passé le test, tu étais où? Hmm. Tu sais, c'est que ces tests-là ils ont une utilité. De là à tirer des conclusions de ces tests-là, c'est très hâtif et, à mon avis, très peu scientifique. Ouais, parce que c'est, ben, je veux dire, c'est comme tous les tests en fait. Tous les tests sont Oui, pertinents, mais par contre, c'est le contexte et qu'est-ce que j'en tire de ce test. Donc du coup, il y a beaucoup de monde qui, en ce moment, je veux dire, on a de plus en plus de personnes qui parlent de ces tests de personnalité qui sont reliés au, comment ça s'appelle, aux neurotransmetteurs ou des tests, ben, on essaie un peu de cerner l'athlète de façon large sur des domaines qu'on n'évaluait pas avant. ouais. Mais du coup, c'est de se dire ben, est-ce que c'est pertinent de les faire à ce moment-là ou est-ce que je vais réellement pouvoir l'utiliser? C'est ça après. C'est qu'est-ce que je peux en faire de ce test? Puis c'est là, en fait, qu'une bonne compréhension du système hormonal vient en ligne de compte. Parce qu'une personne qui ferait juste le test puis qui a fait juste le cours sur le test, parce que tu sais, il y a des tests que tu peux faire une formation avec ça. Si la personne, c'est sa seule connaissance, désolé, ton interprétation du test va être très faussée. Donc, tu vas arriver à une conclusion parce que c'est ça le but, mais ta conclusion ne sera pas adéquate. Parce que ce que tu arrives comme résultat est clairement biaisé par ton manque de connaissances ou ton manque de profondeur dans les connaissances. Il y a un mème qui dit c'est plus dangereux d'avoir une illusion de connaissance que de ne pas avoir de connaissance. Ouais.
Ouais, je sais plus quel effet, tu sais. Quand tu commences à savoir quelque chose, tu crois que tu es un expert, puis après tu dis, humain, je sais pas. Ben, L'effet de Dunning-Kruger. ouais, de Ouais. Nuke, voilà, exactement. Ben ouais, on retombe dans cet effet-là. Ben, Ouais. c'est un peu normal parce que, veux pas, comme l'information est très accessible de manière très synthétisée, des fois, on a l'impression de vraiment comprendre un concept. C'est quand tu te mets à l'étudier pour vrai que tu te rends compte que tu comprends peut-être pas aussi bien le concept que tu penses. C'est pour ça que, en fait, le cours, lui, qui est là, techniquement, si je me fie quand j'ai commencé à écrire juste le cours sur les neurotransmetteurs, ben, vu qu'il a été très ben, greffé de beaucoup de nouvelles choses pour faire ce cours spécifique-là, ben, il m'a pris 7 ans à faire. Donc, la version que vous avez là, c'est la version qui m'a pris 7 ans. Oui, j'ai focusé beaucoup plus sur les connexions dans les deux dernières années. Mais la base, pour le mettre relativement simple et compréhensible, parce que l'introduction de neurotransmetteurs, on s'entend que si tu sors le livre Neurosciences de Purvis, là, qui est épais comme ça, tu ne comprendras rien. Tu sais, je veux dire, c'est pas le fun à lire, tu ne comprends pas vraiment. Puis le but, c'était de condenser ça pour qu'une personne puisse arriver au cours, pas trop connaître ça, et sortir de là, faire OK, je pense que ça va mieux, je vais continuer à lire, mais au moins je comprends. C'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, Quelle chose enfin, parce qu'on est d'accord que faire des tests de neurotransmetteurs et d'hormones, c'est pertinent et on sait que ça peut nous aider, forcément. Ouais. Mais si on s'arrête qu'à ça, c'est pas la bonne solution. Euh, Avec quelle chose tu les ferais corréler pour pouvoir, entre guillemets, faire des corrélations ou avoir des tendances un petit peu plus, des perspectives d'évaluation qui soient plus justes? Ben, en naturopathie, si tu regardes les questionnaires de médecine fonctionnelle, l'exemple, moi, mon questionnaire d'ouverture de dossier pour un client, il y a 6 pages. Et moi, je ne parle jamais d'entraînement. Là. Je parle juste de mode de vie. Donc, j'ai 6 pages de mode de vie. Et quand je refais, parce que le questionnaire, je le revise avec la personne, je reprends une autre page de notes. Fait que c'est 7 pages. Fait que si tu prends un test de neurotransmetteur, la même journée que tu fais une évaluation vraiment complète, là, ben, OK, ça peut te voir, tu peux comprendre des fois pourquoi le test est sorti comme ça à certains endroits. Parce que, tu sais, souvent, tu as toutes les questions, puis tu vois où c'est sorti quoi. Puis quand tu évalues la personne, OK, bon, OK, ça peut avoir fait ça, ça peut avoir fait ça. On va reposer les questions la semaine prochaine, puis dans un mois, on va refaire un test. Là, puis la personne, elle ne se souvient jamais ce qu'elle a écrit. Tu sais, souvent, le test, ils ne s'en souviennent pas. Puis là, tu te rends compte que, ah, OK, vois-tu, elle n'a pas bu d'alcool, ça fait 2 jours. Ce matin, tu es allé courir, blablabla. Oups, tous les marqueurs de dopamine, sérotonine ont augmenté, tout va mieux. Il ne s'est rien passé. En un mois, c'est assez pour faire des changements, mais pas un changement de genre la vie, c'est de la merde, la vie, c'est donc beau. Bon, mais c'est parce que le corps, son état de base, c'est pas la vie, c'est de la merde. C'est juste que dans la situation où tu as fait le test, c'est rare que tu vas faire un test de ce genre-là quand ta vie va bien. Quand ta vie va bien, tu t'en fous, tu fais des tests, mais ça va bien. Là. Pourquoi tu ferais un test pour te dire que ça va bien? C'est un peu contre-productif. Fait que c'est intéressant. Mais après ça, il faut le mettre en perspective avec une bonne évaluation. L'évaluation complète. Oui, complètement. Du coup, enfin, souvent on voit beaucoup enfin, justement, de choses liées à ces questionnaires-là, où on se dit, mince, j'ai évalué ça, il y a ça qui est trop bas, tu vois, dopamine, etc., qui est trop bas, ou parfois, j'allais dire, d'autres choses, dire, ben, du coup, avant mon entraînement, je vais prendre ça, je vais prendre tel supplément ou telle chose. Ouais, là, j'ai trop de stress, je vais prendre ça pour aller dormir. On a des petits tips qu'on trouve dans le commerce et, entre guillemets, on pense faire bien. Et au final, ben, les résultats, parfois, ça marche pas forcément. Et en fait, on est plus dans du marketing, de donner de l'argent aux industries du supplément, qu'à réellement s'aider. Ben, Comment... c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Exemple, un café. Un café, ça augmente la dopamine. Parfait. Pas une tonne, mais ça augmente la dopamine. Après ça, le chocolat augmente la dopamine. Ouais, ça, je l'ai noté dans mes cours. C'est la seule Le chose que j'ai chocolat notée. va augmenter la dopamine un petit peu. Plus il est noir, plus ça l'augmente. C'est normal, c'est des composés qu'il y a dans le chocolat, puis l'effet du chocolat. Bon, OK. Est-ce que le niveau de dopamine
pourquoi tu n'en as pas? C'est-tu parce que ben, l'entraînement, tu l'aimes juste clairement pas, fait que ton niveau de motivation est pourri. Est-ce que c'est parce que le but que tu as fixé, finalement, c'est pas ton but? C'est un but que tu n'es pas capable de raisonner avec, parce qu'il y a ça aussi, hein, les motivations extrinsèques, intrinsèques. Donc, c'est quand même complexe. Est-ce que ton corps est juste brûlé? Si tu es juste brûlé, là, même je te dirais, on va faire l'affaire que tu aimes le plus, là, ça se peut que tu ne sois pas tellement motivé. Fait c'est tout de le mettre en perspective et de le comprendre. Moi, je ne suis pas psychologue et c'est loin d'être ma force. Là. Moi, j'adore les données scientifiques et après ça, de mettre en perspective. Mais c'est certain que si ça fait 3 mois que tu vas t'entraîner avec aucune motivation et tu es obligé de prendre des stimulants de la famille des amphétamines pour être capable de faire un entraînement, il serait peut-être temps que tu discutes avec ton entraîneur pour modifier quelque chose. Mais il y a un problème. Si tu as besoin de prendre de plus en plus de stimulants pour être capable de faire les choses de ta vie quotidienne, on a un problème. Ouais, mais là, en fait, on fait directement le lien avec en fait, le fonctionnement et l'état du corps, où en fait, Mhm. le corps, il est capable de faire ses choix et de trouver, en fait, le système nerveux, il va aller vers ce qui lui va, ce qui pense être le mieux pour lui à ce moment-là. Ouais. Et ben, peut-être que vouloir aller à l'inverse, ben, ça peut être contre-productif. Ben, c'est là que c'est intéressant de faire la différence entre de la paresse, parce que de la vraie paresse, ça existe. Le cerveau a un effet, un état de paresse. Mais il y a aussi des états où le corps ne veut pas. On en parle là, dans la formation, là, où le corps pense que ce n'est pas une bonne idée. Puis il veut pas te donner les ressources pour le faire. Ça ne lui tente pas. Fait que c'est deux états complètement différents. Oui, après ça, là-dedans, il y a une grosse partie de génétique, il y a une grosse partie de développemental, donc chez l'enfant, comment l'enfant a été élevé, donc son développement. Oui, après, ben, il y a tout le reste. Parce qu'en fait, je peux pas changer ta génétique, je ne peux pas changer comment tes parents t'ont élevé, mais je peux que tu arrêtes de manger des chocolatines pour déjeuner. Ça, je peux. On peut faire des trucs. Ou des pains au chocolat, ça dépend quelle partie de la France vous êtes. Donc, fait que c'est vraiment de regarder là-dedans, qu'est-ce qui est changeable? Parce qu'il y a des trucs que tu ne réussiras pas à changer. Il y a des trucs, il y a des gens qui sont génétiquement prompts à faire des dépressions. Il y a des gens qui sont génétiquement prompts à être toujours de bonne humeur. Il y a des gens, parce que ça fait partie de comment leur système a une facilité où des transporteurs, des enzymes, des récepteurs, l'expression génétique. Point. Ces gens-là, tu vas les rendre un peu mieux, Mm. ou dans certains cas, un peu moins pire. Donc, tout dépendant comment tu le formules. Mais tu ne rendras pas quelqu'un qui a toujours le goût de se dépressif comme l'âne dans Winnie the Pooh, tu connaissais Winnie l'ourson, que l'âne est toujours dépressif. Bon, mais c'est ça, l'âne ne deviendra pas un papy genre super de bonne humeur à vouloir faire des parties. Il va être Ouais. mieux. Donc, c'est normal. Mais ça revient un peu à la même affirmation qui vient du culturiste. Si tu es né un chihuahua, tu auras beau prendre plein de stéroïdes, tu ne viendras pas un pitbull, tu vas devenir un plus gros chihuahua. Donc, c'est un peu ça. Hein. Donc, dans le système, tu peux modifier à un certain extent, donc à une certaine capacité, mais après ça, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de vouloir pousser plus encore, parce que là, tu peux peut-être causer un dysfonctionnement. Ouais. Et là, du coup, en fait, on tombe, entre guillemets, dans le domaine de ce qu'on a. Enfin, là, c'est ce qui arrive de plus en plus en information, c'est tout ce qui est biohacking, où en fait, Oui, on essaie de plus en plus d'optimiser son corps. Il y a beaucoup notamment les nootropiques sur le cerveau, mais après, il y a des gens, enfin, ils font plein d'autres choses pour améliorer le corps. Et en fait, ben, du coup, ça a des effets directs ben, en partie sur les hormones et les neurotransmetteurs. Euh, c'est quoi ton avis par rapport à ça, à ce biohacking? bien, le biohacking, on s'entend, c'est un thème qui est popularisé beaucoup, beaucoup par des gens qui ne sont pas médecins. Donc, on s'entend, là. Moi, je ne suis pas médecin, là, mais qui sont popularisés par des gens qui ont quelque chose à te vendre, malheureusement. C'est certain que le biohacking, si on le comprend mettons, dans son intégralité la plus pure, moins marketing, ça serait de ramener le système à
se faire influencer par les choses de base de notre environnement qu'on aurait peut-être dû toujours garder, comme la luminosité, comme les fenêtres alimentaires, comme l'exercice. Tu sais, toutes les petites choses qu'on aurait dû toujours faire finalement. Ça ne devrait pas s'appeler du biohacking, ça devrait s'appeler être un être humain 101. Parce que maintenant, la plupart des êtres humains, ben, ils ne font pas ça. Oui, mais ce n'est pas du biohacking, ça. C'est être normal. T'sais, après ça, oui, l'eau froide ou les températures froides, parfait, on a remarqué que ça pouvait faire tel avantage. OK. Vas-tu vraiment vivre plus longtemps avec ça? Pas vraiment. Ça va te faire une grosse différence chez quelqu'un qui ferait déjà toutes les choses plus normales? Pas sûr. T'sais, un peu, peut-être, niveau dopamine, niveau norépinéphrine, parce qu'il y a un effet très adrénergique avec quand tu stimules le froid. Donc, ça peut être super intéressant pour l'effet anti-inflammatoire. Encore là, ben, on va dire en québécois, si ça te fait chier de te mettre dans l'eau froide tous les matins, ça se peut peut-être que le mindset fuck la réponse. Donc, c'est un peu ça. Fait que c'est tout le temps une question de faire ce qui est plus payant de faire pour toi. Tu sais, comme je te disais, demain, ben, OK, Gaël, tu vas arrêter de manger en soirée. Ouais, tous les Français soupent à 7h30, donc ça ne marche pas. Donc, tu vas arrêter de boire de l'alcool. La plupart des Français que j'ai parlé ont peut-être un petit problème avec ça. Fait que, ben, pas un problème, mais vous buvez de l'alcool, ça fait partie de plus que nous, disons, le vin et tout, ça fait partie des trucs. Bon, ben, OK, on va y aller vers d'autres choses. On va y aller vers, bon, on va te faire manger à des heures régulières, on va te faire te coucher à des heures régulières, on va te faire éviter le café après 13 heures, après 14 heures. On va essayer de donner une chance à ta chronobiologie de se réguler elle-même. Après ça, ben, on peut travailler sur ce que ton corps est capable de faire. Ça m'a fait rire parce que tu connais-tu Karim El Imli? Ouais, Donc, je le connais, il est super gentil. Puis, il y a, là, une ou deux journées sur Instagram, il a mis un post. Il dit si tu es le genre, je le paraphrase là, parce que je ne m'en souviens pas exactement, mais le concept est drôle et tu vas vraiment rire. Si tu es le genre de coach qui pense que tous tes clients ont le temps de faire 2 heures d'activité physique, de voir le soleil le matin, d'arrêter de manger après 6 heures, de faire tous ses repas, de méditer, ben, tu as mal compris la population. Tu devrais peut-être regarder c'est quoi travailler 40 heures semaine pour vrai et de ne pas travailler de ta maison avec des enfants. Point. Hey, j'ai ri, là. J'ai envoyé le message, j'ai dit c'est tellement bon. Mais il dit, je comprends pas. On dirait que tous les entraîneurs sont rendus tous des mini-biohackers, qu'il faut que tu fasses tout ça. Oui, mais tu te rends compte que la personne qui ne travaille pas de la maison, 40, 45, 50 heures semaine, ça se peut qu'elle n'ait pas le temps. T'sais, ça se peut que ça ne marche pas. Fait que c'est ça. Fait qu'elle ne le fera pas, tu comprends? Fait que ouais. tu ajustes en conséquence, puis oui, le biohacking, c'est super intéressant. Oui, il y a des techniques qui sont le fun, tu n'es clairement pas obligé de mettre en contact avec le soleil le matin avant de boire ton café pour être optimal. Tu n'es clairement pas obligé de ne pas jamais manger en soirée pour être optimal. Tu n'es clairement pas obligé de prendre des bains froids si ça te fait chier. Tu sais, c'est de rentrer ce que toi, tu peux rentrer en améliorant les trucs que tu fais qui sont peut-être pas optimales pour toi. Ouais, c'est ça. Mais Biohacking ouais. intelligent. Ouais, complètement. Et du coup, là, ça permet. Bah, du coup, en fait, on retombe sur la discussion du début du podcast où, en fait, on disait, j'ai un état d'évaluation, j'ai un questionnaire de l'environnement et de l'état de la personne. Et du coup, en fait, on recoupe avec ce qu'on suit, enfin, l'idée que tu viens de mettre maintenant, de se dire, ben, en fait, c'est un continuum. Où est-ce que je me situe dans ce continuum? Où est-ce que je me régule? Quelle intensité je veux mettre dans la correction, si j'ai envie d'en avoir une et si je peux en recevoir une? Mhm. Et de enfin, prendre du recul et un peu être intelligent, de se dire, ben, il faut pas que j'aille à l'encontre du système. Exact. Tu sais, parce qu'au début, tu sais, moi, les gens souvent me contactent. Bonjour, on m'a dit que tu pouvais m'aider, j'ai tel problème. Parfait. Moi, je leur réponds tout le temps. Je suis naturopathe, je ne suis pas médecin, je ne peux pas traiter de problème. Je ne peux pas dire que je traite des problèmes. Ce que je peux faire avec toi, c'est regarder ce que tu fais et commenter sur ce que tu fais qui pourrait peut-être pas aider avec tes problèmes. Puis souvent, c'est tout le temps ça. Après ça, j'arrive dans leur questionnaire et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont. Moi, je fais une évaluation de 1 à 3, puis il y a plein de 3.
Il y a plein de choses qui sont dysfonctionnelles dans leur système. Là, je dis, OK, mais toi, ton problème que tu penses, c'est ça. Moi, j'en vois 10 autres. Est-ce que tu me permets de. On travaille sur ceux-là, puis peut-être que le problème pour lequel tu me contactais va s'en aller tout seul. Ou va se calmer tout seul. Puis 90% du temps, c'est OK, oui, tu as raison, j'ai pas mal d'autres problèmes. Bon, ben, on va travailler sur ça. Parce que c'est là que tu vois qu'il y a un dysfonctionnement. Les fonctions normales du corps humain sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a personne qui ne produit pas de matière fécale, il n'y a personne qui ne pleure pas quand ils se pètent l'orteil sur le coin d'une table. Tout le monde a le même type de fonctionnement à des degrés variables. Après, si tu vas aux toilettes une fois par semaine, après, tu dors 2 heures par nuit puis tu penses que c'est fonctionnel, tu manges un repas mais grignotes 8 collations, OK, on a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, il faut regarder pourquoi ça ne marche pas. Ouais. Ouais, il y a eu, ben, du coup, il y a l'autre domaine là, du biohacking qui sont les neurotropiques. C'est quelque Oui, chose nootropique. qui fait pas mal peur pour les gens qui ne le connaissent pas. Du coup, je pourrais expliquer déjà ce qu'est un neurotropique. Les nootropiques, c'est toutes les substances qui peuvent aider à augmenter une fonction cognitive ou un autre, donc la mémoire, les choses, peu importe, sinon on parle de mémoire, là, on parle de la rétention d'informations, mais qui ne va pas nuire, mais qui ne peut pas nuire. Parce que la plupart des nootropiques doivent avoir cet effet-là de ne pas nuire. Parfait. Après ça, quand on regarde, on se rend compte que dans les nootropiques purs, tu en as plusieurs. On va parler il y a plusieurs plantes qui ont un effet nootropique et ces plantes-là, souvent, ont un effet backé très scientifique. Donc, il y a plusieurs études sur ça. On va avoir quelques composés vitamines spécifiques, mais les vitamines, moi, je ne considère pas tellement que c'est des nootropiques parce qu'eux font leur action. Ce n'est pas quelque chose de spécifique comme du Bacopa, par exemple, que tu n'as pas besoin de Bacopa pour vivre, mais si tu en prends, ça risque de faire un effet. Tandis que du magnésium, tu en as besoin. Si tu en avais assez, ça ferait sûrement l'effet déjà. Donc, c'est un peu différent comme discours. Puis, oui, les néotropiques, encore, c'est un marché ultra payant. Il faudrait que je demande à mon ami William, c'est combien de millions de dollars aux États-Unis seulement. Mais avoir le prix des différents composés sur le marché américain, ça doit être un marché de plusieurs centaines de millions de dollars. Et malheureusement, c'est encore dans le même principe qu'on va essayer de booster une fonction. Souvent, on a parlé, on parle, j'en parle dans la formation, c'est que tu peux booster. Oui, c'est parce que si tu boostes, il faut que tu protèges aussi. Parce que plus tu crains qu'un mécanisme, plus clairement, plus tu vas te maganer. Donc, il faut que tu ailles un équilibre. Les gens, souvent, qui vont consommer des nootropiques, c'est les gens qui ont un mode de vie tellement pas bon, ils sont obligés de booster le signal pour fonctionner comme ils pensent qu'il devrait fonctionner. Ouais, c'est que le système, il est déjà à bloc parce qu'il y a un rendement faible, parce qu'il y a des pertes d'énergie sur l'hygiène de vie, ou parfois, c'est comme tu disais, avoir un travail à 50 heures semaine, devoir aller s'entraîner parce qu'on veut des performances, etc. Parfois, ben, on est à la limite. Et de se Ouais, dire, ben, au lieu de calmer quelque chose pour récupérer de la marge pour le donner à autre chose, de se dire, ben, je tire encore plus sur le système et je vais essayer de monter. Et j'essaie de monter les exact. choses. Et ben, parfois, même tout le temps, au bout d'un moment, si on s'écoute pas, si on calme pas le système, ça casse. C'est ça. Puis pour calmer le système, il faut comprendre où le système perd de l'énergie. Pourquoi il en perd, pourquoi il en récupère pas. Parce que souvent, c'est ça. C'est un peu comme tu prends ton auto puis tu perds de l'huile, mais tout ce que tu fais, c'est en rajouter. Oui, c'est parce qu'il y a un problème. À un moment donné, on va arriver avec un problème que tu ne peux pas toujours rajouter de l'huile. Donc, même chose pour le Prestone, même chose pour tous les liquides. Il faut que tu trouves la faille. Il faut que tu trouves pourquoi le corps n'est pas capable de garder son niveau d'énergie. Dans le corps humain, c'est la même chose, juste plus complexe. Ouais. Si tout fonctionnait bien, tu récupérerais de l'énergie. Là, pour le moment, il y en a qui sortent, mais il n'y en a pas qui rentrent. Non. Ouais, mais ça, c'est une notion qui est super importante qu'on oublie tout le temps. C'est que chaque fois, on va chercher enfin, des domaines extérieurs. J'allais dire, OK, le corps, il a besoin de manger. Donc ça, entre guillemets, c'est l'apport qu'on lui donne et il prend les nutriments, etc. Mais souvent, on se dit, ben, je suis trop fatigué, il faut que je prenne ça. Je fais trop ça. En fait, on va chercher tout le temps une aide extérieure, mais le corps, à la base, il est prévu pour c'est système autorégulé, auto-entretenu. Donc normalement, il est obligé de se régénérer de manière, entre guillemets,
enfin, pas naturel, mais Oui, autonome. mais naturel. Ça fait partie des systèmes. Si tous les systèmes fonctionnent adéquatement pour ce qu'on demande, ça devrait s'autoréguler. Après ça, oui, mais l'avantage maintenant d'avoir accès à de la science, c'est qu'on ne peut pas s'extraire du monde moderne. Donc, on ne peut pas, toi et moi, décider d'aller vivre dans les montagnes à Andorre pour être très tranquille. Donc, on n'a pas le choix. Il faut quand même subir les contre-coups. Fait qu'il faut adapter. Donc, OK, dormir un peu plus, prendre certains suppléments plus spécifiques pour aider le cerveau, aider le corps à récupérer. On n'a pas le choix. Et surtout, comme tu sais, toi, tu voyages beaucoup. Ben, voyager beaucoup, il y a du train, il y a du transport, des fois, il y a du décalage horaire. Bon, ben, on va accompagner. On va accompagner ton système pour récupérer de ces choses-là. Parce que c'est sûr qu'après un certain temps, ben, tu vas fatiguer. Donc, Fait qu'il faut toujours tenir en compte de la vie de la personne. Puis après ça, il y a la tolérance aussi. Il y a des gens qui peuvent peut-être un peu plus s'en tirer, peut-être parce qu'ils dorment mieux. On ne le sait pas. Il y a des gènes qui régulent le sommeil. Euh, fait que c'est très complexe. Fait qu'il faut toujours regarder d'un point de la personne, ben, où elle est là, puis qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on veut la ramener. Ouais, ben oui, après ça, c'est la différence entre les individus où chaque individu a un niveau de tolérance ou de compétence différent. Et ça c'est entre guillemets, c'est l'entraînement ou la génétique sur des choses qu'on contrôle pas. Mais Exact. là-dessus, on est sur quelque chose qui, si on suit la logique, on peut pas sortir de cette logique. C'est ça, il y a personne. Un jour ou l'autre, on le paye. Il y a un autre domaine où là, on parlait de l'hygiène de vie et de dire ben, de rattraper entre guillemets les erreurs du corps. Mais il y a aussi tout le côté un peu réhab où ben, ça peut être aussi un comment ça s'appelle un catalyseur. Cette gestion et cette évaluation des hormones et des neurotransmetteurs, surtout par exemple la commotion cérébrale ou quand la personne elle est blessée et qu'elle doit revenir. Et donc, du coup, là aussi, on est à une limite pour revenir à un niveau ou à une performance sportive. Ben oui, parce que dans les cas où il y a un dommage, donc le dommage était causé par quoi? On en a parlé un peu dans le cours, il y a des études qui ont été faites là-dessus pour montrer qu'à certains niveaux, ben, le dommage n'a pas été causé par l'effet, a été causé par le manque de contrôle sur l'effet. Donc, c'est très complexe. Et dans le cas des commotions cérébrales, mais comme le cerveau n'est pas dans son plein état, comme il y a de la neuroinflammation, comme c'est connu dans le domaine de la commotion, là, si tu regardes les études là-dessus, c'est assez évident, mais on ne pourra peut-être pas lui demander un effort comme avant pendant une période qui peut être très longue. Puis encore là, c'est de le rééduquer. Parce que comme c'est une blessure, mais le système va être beaucoup plus en mode protection. Comme quand, exemple, tu te blesserais un genou, après ça, tu serais courir. Oui, mais le corps va changer ta démarche de course parce que tu as mal au genou. Fait, est-ce que, après ça, revenir, oui, c'est sûr que revenir, il faut être capable que le corps comprenne que ça va bien aller. Tu sais, que c'est beau, c'est parti, tout va bien. Donc, c'est quand même complexe. Ça fait partie de l'influence des parties du cerveau sur la régulation. Les parties du cerveau, on s'entend que c'est très compliqué. Là, vous l'apprenez avec un SUP, là, la relation des parties du cerveau sur l'intégration sensorielle et après ça, un peu sur les émotions. On en parle un peu dans le cours aussi, la régulation émotionnelle. Fait que c'est toute une drôle de soupe assez complexe que je ne prétends pas avoir la réponse. Je prétends amener une nouvelle couche d'informations qui permet peut-être, ah, OK, oui, j'ai vu ça. OK, j'ai vu ça, j'ai mieux compris ça pour la personne qui veut travailler justement avec des athlètes. Ouais, ouais, là, c'est que parfois, on est sur des domaines qu'on ne soupçonne pas d'habitude. On sait que les hormones et les neurotransmetteurs, elles gèrent notre personnalité ou notre caractère, mais ça peut, à force de tirer, ben, des burn-out, comment ça s'appelle, des dépressions, des états, entre guillemets, de blessures à répétition, parce qu'on sait que ben, le système, s'il n'est pas normalisé, cette évaluation elle contribue à normaliser au même titre que ben, la posturo, que d'autres domaines conjoints, le psycho-émotionnel, etc. Et qu'en fait, on est dans un maillon de la chaîne qui permet en fait d'empêcher des choses qu'on ne soupçonnerait pas qui peuvent arriver. Oui, c'est empêcher le dysfonctionnement finalement. Parce que c'est ça qu'on veut. Là. On veut empêcher le dysfonctionnement ou la maladaptation. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Ou la détecter, du moins, pour être capable de la renverser. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pouvoir après aller référer vers des personnes dont c'est le travail, parce que, comme tu disais, être éveillé à ce domaine-là
ben, ça fait pas de nous de quelqu'un qui sait le corriger de manière complète parce que c'est très complexe, mais ça permet d'accompagner et comprendre, de tenter du mieux possible d'accompagner les athlètes. Ben, au moins d'avoir les outils de base pour qu'on on va faire des actions concrètes, on va voir ce qui se passe. Si c'est plus profond après ça, bon, ben, cette personne-là a fait ça. Parfait. Donc, au moins, ça t'amène l'étape 1, 2. Bon, peut-être que l'étape 3, on ne s'en rendra pas, mais au moins, étape 1, 2, des fois, hop, le problème se règle par lui-même, c'est terminé, c'est beau. Ça a bien été. Mais le but des cours, c'est toujours ça. Hein? Puis c'est un peu le discours que j'ai avec Mathieu Boulay tout le temps. C'est de ne pas transformer tout le monde en expert, c'est de transformer tout le monde en personne assez curieuse pour se dire ah, ça, j'aime vraiment ça, je vais continuer. Parce que je te dirais, un élève sur 5 environ ça va mettre la puce à l'oreille assez qui va vouloir creuser. Les autres, c'est le fun, nouvel outil, je vais continuer à faire juste de la posturo, mais j'ai cet outil-là. Qui me fait comme OK, vois-tu, ça ne marche pas, ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi ça ne marche pas? Bon, après ça, pose des questions de plus ou réfère en dehors de ta sphère si tu veux être certain de l'aider. Ouais, enfin, moi, pour ma part et ma façon de travailler, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je fais de la préparation physique. Je suis allé vers la posturo parce que c'est ce qui m'a plu ces dernières années. Mais Mhm. après, ben, c'est l'évaluation des neurotransmetteurs, etc., comme on sait que ben, il y a des liens avec, ben, de toute façon, nous, en tant que préparateur physique, entraîneur, on cherche à améliorer le corps de l'athlète, enfin, ou l'athlète dans son ensemble. Donc, forcément, quand on trouve quelque chose qui ne va pas, ben, on se pose des questions, on se doit de référer. Moi, je sais que quand je fais une évaluation, un bilan biosignature, ben, je l'envoie au nutritionniste. Si l'athlète en a un, je l'envoie à son nutritionniste, et c'est son nutritionniste derrière qui se débrouille. Mais Oui. par contre, ça fonctionne, enfin, la collaboration fonctionne bien parce que moi, je ne m'aventure pas là où je suis pas compétent, et là où je j'ai pas le temps de chercher plus parce que il faudrait avoir, je vais dire comme toi, il faudrait avoir 8 vies pour lire et comprendre tout ce que, comment fonctionne le corps humain. Ben, c'est ça aussi. Moi, je suis naturopathe. La naturopathie, c'est un peu de tout. C'est sûr que moi, j'ai vraiment focusé énormément sur endocrinologie, beaucoup, beaucoup, beaucoup en début de ma carrière de naturopathe, parce que j'adorais ça, parce que j'étais plus dans le domaine du fitness, puis je voyais l'influence des hormones, puis je me disais, bon, ben, je peux peut-être travailler un petit peu avec ça. Les neurotransmetteurs, c'est venu sur le fait que je trouvais qu'il y avait une mauvaise compréhension, ou je trouvais que j'avais une mauvaise compréhension, ou que j'avais l'impression que ce n'était pas complet ce que je pensais connaître. Donc, j'ai poussé vraiment loin. Mais encore là, quand je me rends compte que le problème, je le vois, mais en dehors de ma sphère de compétences, bien souvent, OK, ben, j'ai un problème avec ça. Je vais contacter la personne. J'ai un client, j'ai fait ça, 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 ça. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que je pense que le client a. Est-ce que tu le veux? Oui. Tiens. Après ça, j'ai une facilité à détecter, ben, à force de poser des questions, des dysfonctionnements. Pas qui ont été manqués, mais parce que la plupart des gens n'y vont pas chez le médecin. Ils vont pas. Même si au Québec, c'est gratuit, tant qu'ils ne sont pas malades, ils ne vont pas voir. Fait que souvent, vous dites aux clients, OK, ben, écoute, prends ça, prendre rendez-vous avec ton médecin de famille ou ton gynécologue et pose ces questions-là. Il me semble que ça pourrait être approfondi parce qu'il me semble qu'il y a des symptômes. Point. Puis moi, je ne parle pas de conditions médicales, je parle juste de poser des questions sur tes symptômes, voir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai donné des exemples dans l'événement sur Facebook que là pour Toulouse. J'ai donné un exemple d'une cliente que j'ai déjà eue qui prenait 2 différents types d'antidépresseurs. Mais quand elle a arrêté le premier, elle s'est mise à avoir un paquet d'effets secondaires. Mais moi, sur le coup, elle m'a dit ça, puis on n'était pas en consultation, elle m'a appelé au téléphone parce qu'elle ne filait pas bien. J'ai dit OK, mais à mon avis, c'est peut-être ton autre médicament. Appelle le pharmacien, demande la question. Puis le pharmacien, il est pratiquement au téléphone, il est parti à rire. Il dit, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais c'est vrai. Il dit, ça se peut très bien, en fait, que c'est ton médicament sans l'effet de l'autre qui cause cet effet secondaire-là. Là, j'étais, OK, ben, je fais quoi? Ben, elle dit, arrête pendant quelques jours, viens voir la pharmacie quand tu as le temps. Elle est allée peut-être 2 jours plus tard, elle avait arrêté le médicament, puis plus aucun symptôme. Le médecin, le pharmacien, il dit, est-ce que tu as vraiment besoin du médicament? Parce qu'elle dit, il me semble que tu as l'air
Tu sais, comme ça a l'air à bien aller, ben, elle dit, je fais des gros changements dans ma vie, blablabla, puis ça va mieux. Ben, écoute, j'envoie une note à ton médecin. Pour le moment, je vais changer le médicament, parce que je n'ai pas le droit de dire de l'arrêter. Mais parle avec le médecin, il faudrait peut-être que tes médicaments soient arrêtés ou complètement changés en prescription. Puis ça, c'était juste parce que je savais l'effet des neurotransmetteurs sur le système. Tu sais, je me suis douté que ouais, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus. Tu sais, il y a un neurotransmetteur qui fait un tel effet, mais des fois, l'autre neurotransmetteur fait exactement le contraire. Puis comme quand certains médicaments, ben, l'effet va, OK, vont se neutraliser au milieu. Oui, mais si tu pousses un, ça se peut-tu qu'il y ait un problème ailleurs? C'est comme quand tu essaies de craquer le système. Si tu essaies de booster ta sérotonine dans le tapis, ça peut-tu que ça fasse des effets secondaires? Ben oui. Parce que la sérotonine n'a pas juste l'effet de rendre de bonne humeur. C'est pas ça. C'est pas la seule chose que ça fait dans le corps humain. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, en fait, tout ce qu'on a qui est fait pour bonifier, forcément, en fait, dans la balance, ça, c'est forcément aussi utile pour, enfin, pas faire des effets secondaires, mais dans l'équilibre qui tend vers un côté ou vers l'autre, en fait, il y a besoin des deux. On peut pas supprimer l'un pour mettre full on sur l'autre. Exact. Le système a des mécanismes pour réguler ça. Surtout au niveau des neurotransmetteurs, là, le système a des mécanismes que les neurotransmetteurs, entre eux, vont influencer leur propre métabolisme. Point. On le voit un peu, il y a des études récentes qui ont sorti sur le Parkinson pour se rendre compte, à part celles qui disent que les données ont été faussées, moi je ne parle pas de celles-là, je parle des études qui montrent qu'il y a une relation entre la dopamine et l'acétylcholine, ce n'est pas celle qu'on pensait. C'est que justement, le niveau de dopamine aide à réguler le niveau d'acétylcholine et vice-versa. C'est pour ça que la médication spécifique à un neurotransmetteur, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on avait eue. Parce Ouais. que c'est pas pour rien que le système baisse le signal. C'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être adressé. Donc, le corps réagit finalement. Je pense que les nouvelles études en neurosciences vont amener une profondeur assez impressionnante aux médicaments qui sont utilisés pour moduler directement des neurotransmetteurs. Donc, ben, tous les médicaments qu'on donne pour des conditions de cerveau, finalement. Je pense qu'on va être capable d'amener quelque chose de plus intéressant à ce niveau-là. Que oui, dans certains cas, ça peut être très pertinent. Dans les cas de dysfonctionnement sévère, les médications, très bonne idée. Un schizophrène, je suis complètement d'accord qu'ils prennent des médicaments. On s'entend. Mais après ça, de voir est-ce que le médicament est toujours la bonne solution pour un problème. Je ne l'ai pas mis dans le document, mais je vais la rajouter, cette étude-là. On a parlé de dépression. On parle souvent de dépression parce que c'est un des plus gros problèmes de santé mentale au monde. Euh, il y a des études qui montrent que donner du metformin, donc le médicament pour le diabète, à des gens dépressifs, ça enlevait les symptômes dépressifs dans un grand pourcentage de ces personnes. Et pourtant, le metformin n'a pas d'influence directe sur les neurotransmetteurs. Là, tu fais OK, mais ben, c'est ça qui devrait te mettre la puce à l'oreille que c'est pas vraiment les neurotransmetteurs, c'est comment ils sont faits, puis qu'est-ce qui influence les neurotransmetteurs qui va amener une meilleure perspective. Moi, ça me fait toujours rire, parce que ça fait des années qu'en naturopathie, on travaille un peu sur les gens avec leur humeur sans vraiment aller avec des produits qui sont des antidépresseurs naturels, avec d'autres composés, parce qu'il y a un effet. Puis encore là, je ne dis pas que les personnes qui ne sont pas en dépression ne devraient pas prendre de médicaments. Si tu penses que tu as besoin de médicaments, si tu es en dépression, ça fait longtemps, va voir le médecin, parle avec ton médecin. Moi, je suis naturopathe, je ne suis pas un professionnel de la santé. Donc, mais c'est plus profond que, ben, on va te donner ça pour ça. Tu comprends? On est loin de la théorie cause à effet. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est dans ta cascade hormonale ou dans ton, je sais pas, dans le micmac de l'homéostasie de l'être humain, forcément, s'il y a quelque chose qui va pas et qu'on vient le modifier, ça remodifie autre chose et ça, c'était, je crois que c'était dans le cours de Strong Fit sur la dépression de Julien OK? Pineau, où justement il parlait de ça. Il disait, en fait, si tel hormone ou neurotransmetteur est présent, c'est parce qu'en fait, il protège de quelque chose d'autre.
Et le fait Ouais, de le faire baisser, ben, en fait, tu mets le bordel et tu deviens, entre guillemets, dépendant à un système, un peu une béquille pour soutenir le système. Et en fait, tu l'empêches de. En fait, c'est pas la même chose de donner un neurotransmetteur ou une hormone pour réguler le système que de faire en sorte que le corps crée cette hormone pour se réguler. exact. C'est un peu ça qui est compliqué, hein? Surtout quand on parle d'hormones ou d'hormonoremplacement ou d'hormonothérapie. Il y a des positifs et des négatifs dans cette chose-là, surtout chez l'homme. Chez la femme, euh, ça a l'air d'être un petit peu plus positif que négatif. Chez l'homme, donner de la testostérone, il faut quand même être bien évalué pourquoi le corps, en fait, manquerait de testostérone. Parce que c'est pas normal de manquer de testostérone. Donc, avant d'en redonner, il serait bon de regarder mais le pourquoi de la chose. Même s'il y a beaucoup d'avantages à avoir un bon niveau de testostérone, si l'avantage à la longue va causer un inconvénient, c'est peut-être juste régler un problème temporairement. C'est Ouais. toujours intéressant de regarder après ça. Avant de rajouter des hormones, ben, c'est quoi le problème? Puis est-ce que je peux tranquillement travailler le problème en même temps que je donne le produit? Peut-être. Chez les femmes, on n'a pas ça de l'hormonoremplacement, on donne de la progestérone. Ça peut être super pertinent. Là. J'en ai plein de clientes qui en prennent. Et je suis complètement d'accord. Parce que dans certains cas, le système ne fait pas la progestérone, on voit les prises de sang, le niveau est trop bas. Oui, on comprend pourquoi il y aurait peut-être un dysfonctionnement, mais comme les chances d'avoir un problème en donnant des dosages physiologiques sont tellement infimes, ben pourquoi pas aller avec ça? Mais après ça, dans d'autres types de médications, c'est plus problématique. Oui, ouais, parce que il y a aussi un autre. Mais là, tu parles du cas des femmes où en fait, on n'a pas discuté jusqu'à présent, mais déjà de screener un état par rapport au matin ou le soir, c'est plus le même. Et chez les femmes, en fait, elles ont déjà je veux dire, un système en fait qui est jamais le même dans le mois. Donc, c'est encore Exact. plus compliqué de screener quelque chose qui fonctionne de manière différente sur des cycles. Ben, c'est un peu ça. Hein? Puis, c'est pour ça qu'il y a des entraîneurs hyper compétents, un peu comme Christian Thibodeau, qui est un de mes amis puis que tu connais, qui a fait des articles sur ça, de comment on module l'entraînement par rapport avec le cycle menstruel, où on a déjà parlé, parce qu'il y a une grosse pertinence à ça. Est-ce que chez monsieur, madame, tout le monde, ça va faire une différence? Plus ou moins. Chez les athlètes, OK, là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus précis. Donc, oui, ça va faire une différence. Donc, il faut juste le bien comprendre. Parce que chaque personne a un peu sa bio-individualité. Il y a des personnes qui s'influencent moins que d'autres. Donc, c'est ça qui est pertinent. Mais oui, chez la femme, il y a clairement une modulation qui se produit sur 28 jours. Puis cette modulation-là, en plus, est influencée par les autres hormones. Les hormones qui varient, c'est estrogène, progestérone, oui, mais les autres hormones, comme cortisol, insuline, eux, sont quand même là. Donc, tu sais, c'est un gros puzzle qui vient s'auto-réguler. Ben, s'auto-réguler, s'auto-influencer, pas vraiment s'auto-réguler, s'auto-influencer, qu'il faut quand même comprendre sans rentrer dans le détail. Juste le but de le comprendre que si tu as passé tel jour et tu fais telle action, ça peut être plus problématique que si tu étais à tel jour. Tu sais? Tu peux avoir plus d'effets secondaires, disons. Ouais. Et c'est là où, ben, du coup, en fait, on va pouvoir un peu pas moduler, mais permettre au système et à l'être humain de mieux vivre dans les choses qu'il ne peut pas contrôler, son travail, une compétition importante, ou un peu les obligations de la vie moderne, qui Ouais. font que, ben, en fait, on va pouvoir soutenir le système pour justement éviter qu'il crache et qu'après, on puisse plus le récupérer ou que ça mette trop de temps. Ben, ou seulement d'être capable de donner l'information. Parce que des fois, si disons, on va voir, ici, nous autres, nos médecins ont des quotas de clients par année, donc passent très peu de temps avec. Donc, ne peuvent pas souvent prendre le temps d'expliquer des trucs. Même s'ils avaient la connaissance, ils n'ont pas le temps. Et fait que souvent, d'expliquer un peu ce qui peut causer le problème, sans rentrer dans les pathologies, sans rentrer dans les grosses explications scientifiques, c'est juste de dire à la cliente, oui, ben si après telle période, tu fais telle chose, c'est peut-être ça qui cause que ça t'arrive. Essaye de, dans cette période-là, de faire attention, augmente tes calories, peu importe, pour ne pas forcer le système. On verra pour la suite. C'est juste de le comprendre que les gens vont dire que c'est normal. Non, c'est pas normal. C'était
attendu. Donc, parce que il y a des grandes chances que ça arrivait. C'est pas normal, mais on s'en doutait. Donc, Ouais, ça, ouais, c'est ça. C'est que pour les gens qui nous écoutent, il faut pas qu'ils, tu sais, un peu effet tunnel là, dans le sens où il m'arrive des choses et c'est comme ça et un peu pas résigné, mais quoi qu'il se passe, il y a toujours une explication et une cause. Après, est-ce qu'on veut des réponses ou est-ce qu'on veut pas des réponses? Ça, c'est autre chose. Mais on peut pas se dire, de toute façon, chez moi, c'est comme ça. Il y a ouais. forcément, il y a des gens chez qui ben, il y aura peut-être des explications plus difficiles à trouver que d'autres. On mettra plus de temps à le trouver. Mais on peut pas se dire, et moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce domaine-là, c'est parce que j'avais des soucis, enfin des soucis, des interrogations avec mes athlètes et j'arrivais pas à y répondre. Et je me suis dit, là, j'ai fait le tour de beaucoup de domaines. Et là, ben, pour l'instant, il me reste que ça à explorer. Est-ce que ça vient de là? Et Ouais. c'est ça, après, je sais pas, c'est un peu peut-être un mindset de se dire, ben non, ça peut pas être comme ça, tu sais. C'est comme ça et puis c'est pas autrement. Non, c'est pas possible. Il y a la prédisposition, mais il n'y a personne qui est prédisposé à être totalement dysfonctionnel. Oui, tu peux être plus prédisposé à tomber dans la dysfonction, mais à part c'est un handicap, ben ça devrait être un très faible pourcentage de la population qui a un dysfonctionnement normal. Tu comprends? Le reste, pas mal sûr qu'on peut l'influencer et le ramener vers un fonctionnement un peu plus euh, sain de l'organisme. Point. On explique dans les cours, là, les gens rient parce que je l'ai expliqué avant de donner une formation par moi-même, j'étais au SSCS, donc juste avant, et j'avais expliqué que quand ils ont testé mon système vestibulaire sur la plateforme, il y a une plateforme pour tester le système vestibulaire à Las Vegas. La personne a capoté parce que tant que j'avais les yeux ouverts, je sortais pour une de bon âge. 35 ans, j'ai 40 ans, donc ça a été correct. S'il me fermait les yeux, il m'enlevait mes souliers. Ouh! Le gars, il comprenait rien. Il dit, je comprends pas. Il dit, j'ai l'impression d'évaluer quelqu'un qui a 75 ans avec des maladies neurodégénératives. Il dit tellement que tu n'as pas de stabilité. Mais oh, rallume les lumières, rallume tout, puis le contrôle actif revient. T'sais. Il dit pourquoi? Ben, moi, il y a des. En tout cas, c'est complexe. Puis Matt, il riait parce que Matt, c'est mon ami, ça fait des années, puis il est avec moi, puis il dit voyons, ça paraît même pas. Je dis, oui, mais c'est sûr qu'il y a des dysfonctionnements. Moi, j'en ai plein au niveau de mon équilibre puis de la coordination, et je le sais. Fait que c'est certain que j'ai une prédisposition à aller vers le dysfonctionnement. Mais justement, ça fait juste me donner des signes que euh, quand je vais être fatigué, ça va m'arriver. Tu sais, quand je vais être fatigué, souvent, je vais avoir de la difficulté mettons, à marcher rapidement sans boiter. Je vais avoir de la difficulté à coordonner mes mouvements. Mais dans la vie de tous les jours, ça va bien. Tu sais, c'est juste, c'est un trouble. Tu sais, c'est un trouble de naissance, en fait. Ça, c'était connu de l'obstétricien, de tous les médecins. Là. Dans mon carnet de santé, c'est écrit. Mais est-ce que je m'en rends compte quand mon système va bien? Pas du tout. Il n'y a pas de problème. C'est sans m'entraîner, je courais le 100 mètres à une vitesse qui avait clairement du sens. J'étais assez athlétique. Mais si tu fatigues mon système, il y a clairement une dysfonction qui apparaît. Mm. Oui. Ben, chaque personne, c'est un peu ça. Tant que tu n'auras pas poussé le système, par exemple, tu ne le verras pas. Ouais. Chez les athlètes, c'est ce qui arrive des fois quand tu tombes à des niveaux un peu plus élevés où là, la charge de travail n'est peut-être pas adaptée parce que ce pas tous les entraîneurs qui sont bons ou qui évaluent correctement. Ben, là, le système, il brise. Mais c'est quoi ça? Tu n'as jamais eu ça avant? Oui, mais c'est parce que là, tu viens de trouver qu'est-ce que le corps protégeait. Le corps était capable de le protéger, exemple, cette dysfonction-là. C'est pour ça, quand on regarde chez les sportifs professionnels, ça, c'est super intéressant. Nous, ici, on a le football et le hockey. Vous avez le soccer. Vous vous rendez compte que les joueurs, un coup, qui sont blessés à un endroit, sont toujours blessés après ça à cet endroit-là. C'est pas parce qu'ils ont été blessés une fois. Non, c'est parce que clairement, c'est la partie que le système a peut-être un problème et que tant que tu ne pousses pas la machine, ça se contrôle. Mais si à un moment donné, tu pousses trop, ben, c'est tout le temps la même chose qui brise. Fait que c'est un peu ça qu'on regarde dans les dysfonctionnements. Puis je ne suis pas expert en rehab, je ne suis pas expert en sport. J'adore, j'ai une bonne mémoire, j'adore regarder ces choses-là, puis de prendre des notes après ça. OK, oui, tel joueur, exemple, il est arrivé de tel problème, puis finalement, c'est ça qui a mis fin à sa carrière. Mm. Mais 12 saisons plus tard, parce que ça revenait tout le temps.
Tu dis, OK, peut-être la position, le style de jeu, mais pourquoi, exemple, le genou gauche? Pourquoi pas le droit? C'est parce qu'il tourne toujours à gauche. Je veux dire, il y a une question à se poser là-dedans. Oui, Ouais. ça vient avec la posture, ça vient avec les réflexes archaïques, ça revient avec l'intégration, ça revient avec le contrôle, ça revient avec la capacité du système à corriger. Bon, Et l'environnement dans lequel l'athlète s'exprime, parce qu'on sait que il s'adapte à son environnement. exact. L'athlète qui va pousser la machine tout le temps, mais qui est mal encadré, ben, il risque d'avoir un problème. Il risque d'advenir un certain problème qu'on va voir arriver, physique ou mental. Donc, le système va lâcher à un certain point. Pourquoi? Ben, après ça, c'est de faire l'évaluation. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas la génétique. Si l'athlète est rendu à un très haut niveau, il y a la génétique pour être un athlète de haut niveau. On s'entend que demain matin, je ne deviendrai pas patineur artistique, même si je m'entraînerais, et tu ne deviendrais pas joueur de basketball, même si tu t'entraînais vraiment beaucoup. Donc, il y a des prédispositions génétiques. Donc, l'athlète est là parce que clairement, il y a une bonne génétique pour faire ce qu'il veut faire. Euh, Après ça, ben, le dysfonctionnement, ça, c'est d'autres choses. Ouais. Et ça, après, c'est à l'entraîneur d'aller chercher les bons outils pour pouvoir Ben, évaluer évaluer, exact. et corriger. Puis on les a, là. Le pire, c'est qu'on les a, les outils. Mais oui, il y a encore beaucoup d'entraîneurs qui sont dans la vieille garde, de non, soit ne veulent pas faire le travail, soit ne peuvent pas faire le travail, soit il y a beaucoup de politique. Donc, tu sais, l'équipe d'entraîneurs, c'est parce qu'ils sont connus qu'ils sont là ou ils connaissent des gens. C'est pas parce qu'ils sont compétents ou parce qu'ils sont capables de faire un très bon travail. Puis c'est dommage parce que ça, je l'ai entendu souvent. Tu sais, moi, je travaillais dans le plus gros gym au Canada, je travaillais au Pro Gym. Donc, il y avait plein d'entraîneurs de très, très haut niveau qui s'entraînaient là. Et souvent, ils disaient, on a eu un meeting avec les entraîneurs de telle équipe universitaire, collégiale, professionnelle. Et tu te rends compte que leur niveau de connaissance, c'est clairement pas au niveau professionnel. Genre, ils sont là parce qu'ils connaissent telle personne, qui ont blablabla, ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine, mais que si tu leur demandes de faire une évaluation récente et efficace, en dehors de leur expérience, qui souvent est très pertinente, parce que faudrait un mélange d'expérience et de connaissance pour faire la. Mais dans certains cas, ton expérience, ben, elle sert à rien rendu là, parce que chaque personne a son problème, fait que tu ne pourras pas le régler parce que tu as une expérience. Donc, c'est un peu là où on se rend compte qu'il y a un problème. Tu vas te rendre compte que c'est pas certains entraîneurs de niveau collégial sont peut-être meilleurs en fait que les entraîneurs de niveau universitaire et professionnel, parce qu'à ce niveau-là, c'est pas vraiment leur qui connaissent qui fait qu'ils sont là, qu'ils sont bons. Donc l'équipe a gagne. Fait que ça veut dire qu'ils sont capables donc de mettre de l'avant des techniques avec une bonne équipe de physio, de thérapeutes, d'entraîneurs, de nutritionnistes qui adaptent. Donc, mais bon. Ouais, ouais, c'est ça, c'est que dans tous les cas, entre guillemets, les clowns, ils font sensation que peu de temps. Ça, Ouais. enfin, un jour ou l'autre, on peut pas leurrer les gens, donc ça. Mais après, il faut aussi parfois avoir comment ça s'appelle, oser Oui, euh, éprouver et prendre de l'expérience sur des nouvelles choses parce que parfois les outils, on les a, on sait que c'est comment ça s'appelle, l'outil le plus pertinent à la situation. Mais si on l'a jamais utilisé, ben, on a quand même la crainte de se dire est-ce que ça va marcher? Parce que quand on a des responsabilités, c'est la première fois qu'on utilise les choses, ben, et donc du coup, je pense que c'est justement de se dire ben, chaque jour, je teste de nouvelles choses. Et j'ai de l'expérience avec mes athlètes de mettre de la nouveauté. Et ils me font confiance et j'accepte de me tromper parce que ça fait aussi partie du jeu de tout ça. ben c'est ça. Puis tu sais, te tromper, on s'entend, quand tu prends des outils d'évaluation, tu te trompes comment? Tu sais, je dis, même si tu te trompais avec l'outil d'évaluation, est-ce que ça va vraiment rendre ton évaluation complètement obsolète? Pas vraiment. Ça va peut-être changer un peu la manière que tu voulais faire les choses, mais souvent pour le mieux. Même si tu n'as pas totalement raison, juste le fait d'intervenir va peut-être juste améliorer la situation de toute façon. Donc, Ouais, non, non, mais complètement. Mais écoute, c'était une discussion très enrichissante. On a parlé hormones, qu'est-ce que c'était, neurotransmetteurs, enfin, comment l'environnement l'influence, comment, ben, pareil, agir sur ça.
On a un peu débordé sur la fin sur les systèmes d'entraînement et comment utiliser un peu ça, un peu, j'allais dire, la politique, etc. Oui, au oui. sein du sport de haut niveau. Mais j'allais dire, on est obligé chaque fois qu'on discute avec toi de déborder parce que c'est tout le temps intéressant. Merci beaucoup. Euh, Écoute, je te remercie. C'était vraiment toujours un plaisir de faire un podcast avec toi. En fait, toujours un plaisir de te parler, mais comme je ne peux pas te voir tout le temps, ben, en podcast, c'est la meilleure option. ouais, ben c'est ça. Je pense qu'on va monter un podcast en commun juste pour pouvoir discuter. Tu viendras, quand je vais être sur Toulouse, tu viendras, on ira manger. Ouais, bon, mais avec plaisir, avec plaisir. Pour ceux qui veulent te retrouver, ben, c'est de Holistic ND, And c'est the ça? Holistic ND, exact. Donc, tu peux me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Donc, c'est assez facile. Ben, Mathieu Bouchard. Donc, c'est moi. C'est ça. Et pour ceux qui veulent ben, du coup aller faire le cours sur Toulouse, c'est ça? Je sais plus les dates. En septembre, c'est Ouais, ça? sur Toulouse, le 1er et 2 octobre au Ah, Crêpes de Toulouse, en fait. ben, parfait. De toute façon, j'allais dire, en allant sur tes profils, ils trouveront les liens d'inscription. Et dans tous les Exact. cas, je pense que si les gens ont des questions là-dessus, ils peuvent Ah oui, t'envoyer puis un n'hésite pas à message. me contacter, en fait, sur l'événement ou sur mes profils personnels ou privés, ça me fait plaisir de répondre. Ben écoute, un grand merci à toi et on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. Ciao! Merci, Gaël. Bye.